Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document qui fait pas mal de bruit. C'est une déclaration assez forte du mouvement Diaspora Jeunesse de la Côte d'Ivoire et ça concerne directement la préparation de l'élection présidentielle de novembre 2025. Le ton, il faut le dire, est assez alarmiste. Oui, tout à fait. Le contexte, c'est cette échéance majeure, et ce mouvement, issu de la jeunesse ivoirienne à l'étranger, exprime vraiment de très vives inquiétudes, principalement sur la façon dont les choses se déroulent, dont ça se prépare. Et notamment, ça tourne beaucoup autour de la liste des candidats qui ont été retenus. Des extraits d'une transcription, en fait, d'une conférence de presse qu'ils ont donnée. C'est ça notre base. L'objectif ici, c'est vraiment de bien saisir le fond de leur message, qu'est-ce qui motive cette position, leurs arguments clés, et puis leurs craintes précises pour l'avenir proche du pays, et surtout, qu'est-ce qu'ils demandent concrètement. Bon, alors, décomposons un peu ça. D'entrée de jeu, ils y vont pas par quatre chemins, hein. Pour eux, la démocratie ivoirienne est en danger. Et le processus électoral actuel, il est vivement critiqué. Absolument. Le point de départ de leurs argumentations, et c'est dit très clairement dans la source, c'est un rejet catégorique de la liste des candidats qui a été validée. Pour eux, cette liste, elle n'est pas le résultat d'un processus juste. Elle découle d'une décision qu'ils qualifient d'arbitraire. Une décision qui viendrait du Conseil constitutionnel, donc l'organe qui, en Côte d'Ivoire, a le dernier mot sur la validité des candidatures et des résultats. L'accusation derrière ça, c'est que cette décision aurait servi à écarter des figures politiques importantes, des poids lourds potentiels. Et ce qui est assez fascinant ici, c'est cette perception très nette d'un verrouillage politique, d'une sorte de fermeture du jeu démocratique orchestré d'en haut. Oui, c'est très clair. Et au cœur de ce rejet, il y a un point qui cristallise vraiment leur opposition, c'est la candidature possible du président sortant, Alassane Ouattara, pour ce qui serait un quatrième mandat. Et là, le mouvement il est très clair. Pour eux, c'est tout simplement anticonstitutionnel. Ils y voient une remise en cause directe du principe d'alternance au pouvoir, un principe qu'ils jugent fondamental pour la République. Comment la source détaille cette accusation d'inconstitutionnalité? Alors, la source insiste beaucoup sur le fait que, selon leur interprétation de la Constitution, le nombre de mandats présidentiels est limité. C'est vraiment leur argument juridique principal. Et ils s'appuient là-dessus pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une tentative de passage en force. Mais au-delà de l'aspect purement légal, ils présentent cette candidature comme une sorte de trahison de l'esprit républicain et démocratique. C'est intéressant de voir comment ils lient l'aspect juridique à une dimension morale politique plus large. Pour eux, respecter la limitation des mandats, c'est pas juste une règle technique, c'est un garde-fou essentiel. Essentiel contre la confiscation du pouvoir et pour garantir le renouvellement politique. Donc contester cette candidature, c'est défendre, dans leur logique, l'essence même de la démocratie ivoirienne. C'est un point central, effectivement. Mais ce qui rend leur argumentation particulièrement frappante, on va dire, c'est qu'ils ne se basent pas seulement sur des considérations juridiques ou politiques actuelles. Ils ancrent vraiment leurs craintes, leurs avertissements, dans l'histoire récente et souvent tragique de la Côte d'Ivoire. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'ils font un parallèle direct entre la situation d'aujourd'hui et les crises passées. Tout à fait. La source énumère explicitement plusieurs dates clés. C'est comme des cicatrices dans la mémoire collective ivoirienne. Et ça sert de justification alors à l'arme d'aujourd'hui. Il y a d'abord 1999, l'année du tout premier coup d'État militaire que le pays a connu depuis l'indépendance, un vrai traumatisme fondateur pour beaucoup. Hmm. Ensuite, il rappelle 2002, la tentative de coup d'État qui échoue, mais qui plonge le pays dans une guerre civile. Oui. Avec comme résultat une partition de fait du territoire qui va durer presque 10 ans, avec toutes les souffrances, les divisions que ça a pu engendrer. Et puis il y a 2010, la crise post-électorale. Sans doute l'épisode le plus sanglant. Le mouvement, d'après la source, évoque un bilan terrible. Oui, Plus de 3000 morts, des centaines de milliers de déplacés, de réfugiés. Une crise née, il faut le rappeler, de la contestation des résultats de la présidentielle. exactement. Et enfin, plus près de nous, 2020, où des violences éclatent à nouveau.
cette fois-ci liée à la controverse autour du troisième mandat présidentiel, justement. Ce qui est, selon leur analyse, un précédent direct à la situation actuelle. Ce recours à l'histoire, il est absolument fondamental dans leur communication telle qu'elle est rapportée par la source. Ce n'est pas juste un rappel historique pour donner du contexte, hein, c'est vraiment l'armature de leur avertissement. L'analyse qu'ils proposent, elle est limpide, presque mécanique, hein. À chaque fois, selon eux, que les règles du jeu démocratique électoral ont été bafouées, ou en tout cas perçues comme telles par une partie importante de la population ou des acteurs politiques, eh ben, ça a conduit à l'instabilité, à la violence, au chaos, à la destruction. C'est un lien direct qu'ils établissent. Oui. Et si on relie ça au tableau d'ensemble, l'utilisation très précise de ces dates, 99, 2002, 2010, 2020, ça vise à créer un effet de répétition, à souligner une sorte de fatalité historique que seule une rupture avec ces pratiques pourrait, selon eux, conjurer. C'est une façon de dire, hein. Regardez ce qui s'est passé, on connaît ces scénarios, on connaît ces conséquences dévastatrices, ne refaisons pas les mêmes erreurs. C'est un levier rhétorique puissant, ça, parce que ça fait appel à une mémoire collective douloureuse et largement partagée. Donc, fort de cette lecture du passé, le mouvement identifie aujourd'hui des signaux qui, pour eux, clignotent en rouge vif à l'approche de 2025. Pourrait-on détailler un peu ces signaux d'alerte spécifiques qu'ils mettent en avant? Absolument. La source en détaille plusieurs, et ils forment comme un faisceau d'indices qui convergent vers leur conclusion. Un danger imminent. Le premier signal, on en a déjà un peu parlé, c'est cette candidature potentielle du président sortant pour un 4e mandat, qu'il juge d'emblée illégitime et anticonstitutionnel. Ça, c'est le point de friction majeur. Le symbole de ce qu'il dénonce. D'accord. Ensuite, Ensuite, il pointe du doigt l'exclusion de la compétition de certaines figures politiques. Il ne les nomme pas forcément toutes dans les extraits qu'on a, mais l'idée est là. Des personnalités qui pèsent sur l'échiquier politique seraient empêchées de concourir, ce qui, pour eux, fausse le jeu démocratique avant même qu'il commence. exactement. Ça limite artificiellement le choix offert aux électeurs. Et ça renforce leur perception d'un processus verrouillé, fermé. D'accord. Troisième signal, qui est politiquement très très sensible. Dans beaucoup de pays africains, et la Côte d'Ivoire n'y échappe pas, le mouvement exprime des doutes, des contestations sur la fiabilité de cette liste électorale. Et une liste électorale contestée, c'est potentiellement la porte ouverte à des accusations de fraude. Voilà, à des contestations de résultats et donc à des tensions post-électorales. Il souligne ce point comme une bombe à retardement potentiel. Hmm. Et le quatrième grand sujet d'inquiétude, Le quatrième, c'est la perception des institutions elles-mêmes. Le mouvement affirme, toujours selon notre source, que les organes chargés d'organiser, de superviser, de valider les élections, on pense notamment à la Commission électorale indépendante, au Conseil constitutionnel, eh bien, ils ne seraient pas neutres. il serait perçu comme partisan. Oui, partisans, voire inféodés au pouvoir en place. Et cette suspicion envers l'arbitre, c'est évidemment un problème majeur pour la crédibilité de tout le processus. Bien sûr, si l'impartialité des institutions est mise en doute, comment avoir confiance dans le résultat final? Exactement. Et c'est la conjonction de ces 4 éléments, candidature jugée illégitime, exclusion d'opposants, fichier électoral contesté et institutions suspectées de partialité, qui nourrit leur crainte principale. Et cette crainte, elle est exprimée très crûment dans la source. Le risque, tel qu'ils le décrivent, c'est de voir la Côte d'Ivoire basculer à nouveau dans un cycle de violence politique. Ils ne minimisent pas du tout la gravité potentielle de ce scénario, hein. Ils évoquent des conséquences incalculables, ils agitent le spectre d'une répétition des crises passées, voire pire. Il y a une véritable urgence dans leurs propos. La conviction que si rien n'est fait pour corriger ce qu'ils appellent des dérives majeures, eh ben, le pays court à la catastrophe. C'est un appel à la prise de conscience. Face à ce constat très sombre, le mouvement ne se contente pas de sonner l'alarme. La source montre bien qu'ils avancent des propositions concrètes, des exigences précises pour, selon eux, désamorcer la crise et remettre le processus électoral sur des rails plus acceptables. Quelles sont ces demandes clés? Alors, leur plan de sortie de crise, si on peut l'appeler comme ça, il repose sur plusieurs piliers. D'abord, une demande assez radicale, la mise en place d'un gouvernement de transition neutre. Neutre, c'est-à-dire? L'idée derrière, c'est de retirer l'organisation des élections des mains du pouvoir exécutif actuel, qu'il juge partial, pour la confier à une équipe indépendante qui garantirait l'équité du processus pour tous les candidats. C'est une exigence forte, hein, ça impliquerait une refonte institutionnelle temporaire assez significative. D'accord. Ensuite, logiquement,
Ils demandent une révision de ce fameux fichier électoral. Oui, mais pas n'importe comment. Une révision menée de manière indépendante et crédible, sous la supervision d'observateurs nationaux et internationaux. Le but, c'est de lever tous les soupçons qui pèsent sur sa fiabilité actuelle, de restaurer la confiance dans cet outil qui est quand même essentiel pour le vote. Et puis ils reviennent sur leur cheval de bataille constitutionnel. Exactement. Le respect strict et sans équivoque